Je m'appelle Julien Laurent, et j'ai longtemps cru que j'avais un mariage parfait. Aujourd'hui, je sais que la perfection n'est qu'un autre mot pour désigner un mensonge bien construit. J'ai 42 ans, je suis ingénieur système et mon métier consiste à résoudre des problèmes complexes. Pendant près de 20 ans, j'ai cru avoir résolu l'équation du bonheur avec Sophie. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait la communication et le marketing pendant que je m'enterrais dans l'informatique. Elle riait de mes blagues d'ingénieur et trouvait ma nature méthodique touchante plutôt qu'ennuyeuse. Lorsque nous nous sommes mariés à 23 ans, j'étais convaincu que nous avions déchiffré le code que tant d'autres n'arrivaient pas à craquer. Nous avons bâti notre vie comme j'aurais conçu un système, avec soin, de manière délibérée, avec des redondances pour assurer la stabilité. Pas d'enfants. Nous avions décidé très tôt que nous nous suffisions à nous-mêmes. Notre maison en Meulière en banlieue parisienne est devenue notre sanctuaire, rempli de routines qui ressemblaient à du réconfort plutôt qu'à de la monotonie. Le marché bio du dimanche matin, les mots croisés autour d'un café, les dîners d'anniversaire dans ce même restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous. Sophie s'illuminait quand je lui expliquais mon dernier projet, même si les détails techniques l'ennuyaient profondément. Elle se blottissait contre moi sur le canapé, heureuse de regarder Netflix en mangeant des sushis après ses longues journées à l'agence de communication. Mon salaire d'ingénieur senior aurait pu lui permettre d'arrêter de travailler depuis des années, mais elle adorait son boulot, elle aimait se sentir indépendante. J'admirais cela chez elle. Mais les schémas finissent par changer. Les systèmes développent des bugs. Les changements ont commencé il y a 8 mois, aussi subtils qu'une fuite de mémoire dans un code mal écrit. Les week-ends entre filles de Sophie sont passés de simples brunchs occasionnels à des escapades élaborées, séjours Thalasso à Biarritz, route des vins dans le Bordelais, virées shopping dans des hôtels boutiques dont je n'avais jamais entendu parler. Elle rentrait avec des sacs de créateurs qui ne correspondaient pas du tout au modeste forfait de lettres qu'elle prétendait réserver. Ses relevés de cartes bancaires restaient étrangement vagues sur les lieux exacts. Son téléphone est devenu une troisième présence dans notre mariage. Il vibrait constamment avec des notifications qui la faisaient sourire. Pas le sourire poli qu'elle m'adressait pendant le dîner, mais un sourire intime et électrique. Elle a commencé à l'emmener dans la salle de bain et à le garder face contre table pendant les repas. Elle a ajouté des mots de passe sur des applications qui n'avaient jamais nécessité de sécurité auparavant. C'est qui ? Demandai-je en essayant de paraître détendu. Juste Camille, répondait-elle en parlant de son ancienne colocataire de fac. On planifie notre prochain voyage. Sauf que Camille postait sur Instagram des photos des matchs de foot de ses enfants pendant le dernier week-end de fille de Sophie. En tant qu'ingénieur, je répertorie les anomalies. Sophie programmait désormais ses voyages pendant mes bilans trimestriels, quand les heures supplémentaires étaient obligatoires et que je ne pouvais absolument pas l'accompagner. Ses récits sur ses escapades suivaient des modèles préétablis. Trop parfaits, trop répétés, manquant de ces détails aléatoires qui rendent les expériences réelles. Elle revenait de ses soins au spa avec de nouveaux parfums, de la lingerie que je ne voyais jamais, et un épuisement qui n'avait rien à voir avec des massages aux pierres chaudes. La semaine dernière, j'ai trouvé un reçu dans son sac à main en cherchant un chewing-gum. Elle Orangerie, un restaurant gastronomique à 2 heures d'ici qui facture ses entrées plus chères que ce que nous dépensons pour nos courses hebdomadaires. La date correspondait à un jeudi où elle était censée avoir travaillé tard sur une présentation de campagne. L'ingénieur en moi exige des preuves avant de tirer des conclusions, mais le mari en moi sait déjà. La façon dont elle détourne son corps du dans le lit. La nature mécanique de notre intimité dans les rares occasions où elle se produit. L'étincelle dans ses yeux qui n'existe plus que pour quelqu'un d'autre, déclenchée par des SMS que je ne suis pas censé voir. Pendant 20 ans, nous avions construit 2 décennies de souvenirs, de glace privée, de rêves partagés. Maintenant, je répertorie les mensonges au lieu de compter les anniversaires. Je documente les dépenses suspectes au lieu de planifier des surprises. Mon mariage est devenu un rapport d'erreur, et je suis le seul à vouloir le déboguer. Ce soir-là, Sophie a annoncé une autre virée entre filles. Ce week-end, a-t-elle dit, une occasion de dernière minute pour un spa avec mon club de lecture. Elle a fait ses bagages pendant que je faisais semblant de travailler, pliant des chemisiers en soie que je ne lui avais jamais vus, rangeant des bijoux qu'elle n'avait jamais portés pour moi. Sa valise contenait le genre de vêtements que l'on prend quand quelqu'un va vous regarder vous déshabiller, pas les tenues confortables des véritables week-ends entre copines. Tu vas me manquer, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue avec une affection répétée. La même pression, la même durée et le même emplacement que chaque baiser d'au revoir de ces 6 derniers mois. Même son affection était devenue algorithmique.
Amuse-toi bien, ai-je répondu, sachant déjà ce que j'avais à faire. La logique exigeait des preuves, pas des accusations. Sophie avait prévu un autre voyage entre amis pour le week-end, une histoire de station thermale avec ses copines de fac. Cette fois, je saurais exactement où allait ma femme et avec qui elle était vraiment. Le traceur GPS est arrivé via Amazon Prime, assez petit pour être caché dans le passage de roue de la Peugeot de Sophie. Mon passé d'ingénieur a rendu l'installation en un support magnétique, un boîtier étanche, une connectivité cellulaire pour un suivi en temps réel. L'application mobile cesse de synchroniser sans problème avec mon téléphone. La technologie résolvant des problèmes personnels. Bien que rien dans mon diplôme d'informatique ne m'ait préparé à déboguer mon propre mariage, je l'ai installé le jeudi soir pendant que Sophie dormait. Son téléphone chargé à côté d'elle, s'allumant encore occasionnellement avec des messages qui la faisaient sourire dans son sommeil. L'appareil me faisait l'effet d'une trahison entre les mains. 20 ans de confiance réduit à un morceau d'électronique chinoise de la taille d'une boîte d'aliments. Mais les données ne manquent pas, même quand les épouses le font. Le vendredi matin est arrivé avec l'énergie répétée de Sophie. Elle fredonnait en préparant le café, vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes, emballait les articles de dernière minute avec un soin particulier, un nouveau flacon de parfum, l'ensemble de lingerie de luxe dont j'avais trouvé le prélèvement bancaire mais que je n'avais jamais vu. Elle se déplaçait dans notre cuisine comme une actrice qui avait mémorisé sa mise en scène. Le spa est près d'Aix-les-Bains, a-t-elle annoncé, citant une ville à 1h30 d'ici. Ce nouvel endroit que Chloé a trouvé sur Groupon. Chloé. Encore une amie fictive ou peut-être une vraie personne recrutée comme alibi. J'ai hoché la tête en sirotant mon café pendant que le traceur GPS effectuait sa vérification initiale du système. Des voyants verts confirmant l'état opérationnel sur l'écran de mon téléphone caché sous la table de la cuisine. Il risque d'y avoir des bouchons, ai-je suggéré. C'est les départs du vendredi soir. On part tôt pour les éviter, a-t-elle répondu en m'embrassant sur le front avec un autre geste précisément mesuré. Ne m'attends pas dimanche soir. On dînera peut-être sur la route du retour. 1 heure après que sa Peugeot ait disparu au bout de notre rue bordée d'arbres, j'ai ouvert l'application de suivi. Le point bleu représentant la voiture de Sophie se déplaçait régulièrement vers le sud, mais pas du tout en direction d'Aix-les-Bains. Elle roulait vers l'ouest, s'éloignant des villes thermales pour se diriger vers la campagne du Nord. Je regardais sa progression tout en faisant semblant de travailler, mes 2 écrans affichant des codes que je n'écrivais pas et une trace GPS que je ne pouvais m'empêcher de fixer. Elle s'est arrêtée une fois pour prendre de l'essence dans un village dont je n'avais jamais entendu parler. L'application l'a montré à l'arrêt pendant 12 minutes, assez de temps pour faire le plein, aller aux toilettes, peut-être envoyer des SMS à celui qui l'attendait à sa véritable destination. Puis le mouvement a repris, s'enfonçant plus profondément dans la campagne, là où les antennes relais se faisaient rares et où les mises à jour du traceur devenaient intermittentes. À 15h, la voiture de Sophie avait cessé de bouger. L'emplacement, un chemin privé dans les forêts du Morvan, à des dizaines de kilomètres de tout spa, salon de beauté ou maison d'une amie. La vue satellite montrait des bois denses, quelques chalets dispersés. Le genre d'endroit où les gens vont pour disparaître de leur vie ordinaire. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Chaque rafraîchissement de l'application confirmait le même emplacement. La voiture de Sophie n'avait pas bougé depuis 1 heure. Je me suis dit d'attendre, de rassembler plus de données, d'aborder cela comme n'importe quel problème systémique. Mais certains bugs exigent un débogage immédiat. Le trajet jusqu'au Morvan a duré plus de 2 heures, entre la circulation du vendredi et les routes de campagne sinueuses. J'ai mis des podcasts sur le machine learning pour maintenir l'illusion de la normalité, mais je n'assimilais rien. Mon esprit élaborait des scénarios, la confrontation, la procédure de divorce, le partage du patrimoine accumulé sur 2 décennies. Le GPS m'a guidé à travers un terrain de plus en plus isolé, passant par des fermes et des forêts, sur des chemins que Google Maps reconnaissait à peine. Quand j'ai atteint les environs du signal du traceur, je me suis garé à 500 mètres et j'ai continué à pied. Les ombres du soir m'offraient une couverture alors que j'avançais à travers des bois qui sentaient le pain et la terre humide. Mon cœur battait la chamade à chaque pas, le son me paraissant assez fort pour annoncer mon arrivée. Puis je les ai vus. La Peugeot de Sophie garée à côté d'une Mercedes AMG GT noire, le genre de voiture qui coûte plus cher que la plupart des maisons. Le chalet derrière était rustique mais élégant. Des murs en rondin, une cheminée en pierre, une terrasse enveloppante avec des meubles artisanaux. Une lumière chaude filtrait des fenêtres conçues pour l'intimité, pas pour la vue. Je
Je me suis approché furtivement, mes vêtements de bureau décontractés inadaptés pour une reconnaissance en pleine nature. À travers l'interstice des rideaux, je les ai vus. Sophie est un homme que je ne reconnaissais pas. Il était plus jeune, la trentaine peut-être, avec cette posture confiante propre à ceux à qui l'on n'a jamais rien refusé. Il tenait des verres de vin, se tenait si près l'un de l'autre que leur corps ne formait plus qu'une seule ombre sur le mur du fond. Quand il l'a embrassée, Sophie a fondu contre lui avec un enthousiasme que je n'avais pas vu depuis des années. Ses mains se sont emmêlées dans ses cheveux, ses bras l'ont enlacée comme si elle lui appartenait. Et c'était peut-être le cas. Il possédait cette version d'elle que je n'avais jamais rencontrée. Ils se sont dirigés ensemble vers ce qui devait être la chambre à coucher, me laissant seul dans l'obscurité, fixant des fenêtres qui ne montraient plus que des pièces vides. J'ai tout photographié. Les deux voitures sous plusieurs angles, les plaques d'immatriculation clairement visibles, les numéros d'adresse du chalet, les horodatage sur chaque image. L'appareil photo de mon téléphone cliquetait avec le même détachement que j'utilisais pour documenter des bugs informatiques. Des preuves pour les avocats. Pour les procédures. Pour le démantèlement systématique de 20 ans de vie commune. La plaque d'immatriculation de la Mercedes était enregistrée au nom d'Antoine Mercier, d'après une rapide recherche dans une base de données. Ce nom ne signifiait rien pour le moment, mais ça allait changer. J'allais m'en assurer. Les hommes qui détruisent des mariages méritent d'en subir les conséquences. J'ai fait le trajet du retour en silence, ne faisant pas confiance à la musique ou au podcast pour maintenir mon sang-froid. La maison semblait différente à mon retour. Pas vide, mais enfin honnête. L'absence de Sophie avait toujours été palpable, maintenant j'en avais simplement la preuve. Le samedi matin, j'ai commencé mes recherches. Antoine Mercier était le propriétaire de Mercier Automobile de Prestige, un concessionnaire haut de gamme spécialisé dans les voitures de luxe. Sa page Facebook montrait un homme d'affaires prospère, un organisateur de collecte de fonds pour des œuvres caritatives et, surtout, un père de 3 enfants mariés. Sa femme, Marie, était professeure des écoles dans le privé. Leurs enfants jouaient au foot et faisaient du violon, souriant sur des portraits de familles professionnelles. L'ironie avait un goût amer. L'amant de ma femme avait lui aussi une famille à trahir. J'étais rentré chez moi avec le numéro de plaque d'un inconnu mémorisé en tête les 20 ans de mariage se dissolvant dans mon rétroviseur. Le matin, je saurais exactement qui aidait ma femme à détruire notre vie. Et ensuite, la véritable planification commencerait. Antoine Mercier vivait une vie conçue pour les réseaux sociaux. Son fil d'actualité se lisait comme une campagne marketing pour le succès. Des galas de charité, des réussites commerciales, des vacances en famille dans des endroits où les hauts étaient trop bleus pour être vrais. Mercier Automobile de Prestige avait remporté le prix du concessionnaire de l'année 3 fois de suite. Il entraînait l'équipe de foot de son fils, sponsorisait le gala de danse de sa fille et publiait des citations inspirantes chaque dimanche. Cet hypocrite avait même fait une publication il y a 2 mois sur le caractère sacré du mariage. J'ai croisé ces publications avec les réseaux sociaux de Sophie. En utilisant l'approche systématique qui me rapportait un salaire à 6 chiffres pour développer des systèmes complexes, les schémas sont apparus comme un code malveillant. Les réunions d'urgence de Sophie avec ses clients s'alignaient sur les voyages d'affaires d'Antoine. Son nouvel intérêt pour le vin correspondait à ses publications sur ses visites de vignobles. La chronologie remontait à 8 ans, ce qui correspondait au moment où j'avais remarqué pour la première fois des changements dans son comportement. L'expertise financière a révélé encore plus de choses. Notre conjoint affichait des dépenses dans des restaurants que Sophie affirmait n'avoir jamais visités. Des hôtels pendant ses soi-disant soirées en couple, des achats dans des boutiques de lingerie qui précédaient les week-ends de congrès d'Antoine. Elle avait été brouillonne, arrogante, ou peut-être qu'elle s'affichait tout simplement que je découvre la vérité un jour. Marie Mercier méritait mieux que d'apprendre la liaison de son mari par un papier de divorce. Trouver ses coordonnées a pris quelques minutes. Marie tenait un blog d'enseignants sur l'éducation créative, postait fréquemment sur les réussites de ses élèves et partageait des recettes sur des groupes Facebook. Son compte Instagram montrait une femme qui trouvait une joie sincère dans les moments ordinaires. Le café du matin, les projets artistiques des élèves, les soirées jeux de société en famille. Elle avait l'air fatiguée sur les côtés récents. Le genre d'épuisement qui vient quand on fait semblant que tout va bien. J'ai créé un compte ProtonMail, anonyme et privé. Le message était simple.
GPS intégré dans les métadonnées. La réponse de Marie est arrivée dans les 2 heures. Qui êtes-vous? De quoi parlez-vous? J'ai envoyé ma réponse avec une autre photo. Celle-ci montrait Antoine et Sophie à travers la fenêtre du chalet, et le train partait partout de même aussi. Je suis le mari de la femme avec qui il vit. Nous devrions parler. Le café que j'ai suggéré était à mi-chemin entre nos 2 quartiers. Assez public pour la sécurité, mais assez privé pour des conversations dévastatrices. Je suis arrivé en avance avec un dossier de preuves classé chronologiquement, chaque document étiqueté et référencé. 20 ans d'ingénierie m'avaient appris que des données irréfutables empêchaient tout déni. Marie est entrée avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Son gilet de maîtresse d'école était mal boutonné, ses cheveux d'ordinaire parfaits étaient tirés en une queue de cheval négligée. Elle a trouvé ma table sans demander. Je devais avoir exactement l'air d'un homme dont la femme couchait avec son mari. Montrez-moi, a-t-elle dit sans préambule. J'ai étalé les preuves sur la table. Les journaux de suivi GPS, les relevés de cartes bancaires, les corrélations sur les réseaux sociaux, les photographies du chalet. Marie a examiné chaque pièce avec l'attention méthodique de quelqu'un qui corrige des copies, poussant parfois de petits soupirs qui ressemblaient à une respiration ou à des pleurs. 8 mois, a-t-elle chuchoté, avant le premier paiement d'hôtel qui coïncidait avec le moment où Antoine prétendait être au salon de l'auto de Genève. C'est en tout cas là que le schéma devient clair, ai-je confirmé. Elle a sorti son propre téléphone, faisant défiler des messages et des photos avec une nouvelle compréhension. Il disait que la distance venait du stress au travail. Il disait qu'il développait l'entreprise pour notre avenir, dit-elle avec un rire amer. Je me suis même senti coupable de me plaindre de ses absences. Nous avons passé 3 heures à assembler le tableau complet. Marie avait ses propres preuves, des prélèvements inexpliqués, des mots de passe modifiés, un deuxième téléphone qu'elle avait trouvé et dont il avait prétendu qu'il servait aux clients internationaux. Ensemble, nous avons reconstruit une chronologie qui révélait l'évolution de la liaison, du simple flirt à la tromperie totale. Ils y retournent le week-end prochain, ai-je dit en vérifiant l'historique du traceur. Même chalet. Sophie m'a déjà parlé d'un autre séjour au spa. L'expression de Marie a changé. La patience de l'enseignante s'est transformée en quelque chose de nouveau. Antoine a un congrès de concessionnaire à Deauville, a-t-elle répondu. Il m'a déjà montré la confirmation d'inscription. Elle a fait une pause. Probablement fausse. Nous pourrions les confronter. Des avocats, des papiers de divorce, les procédures standards, et suggérées. Standard, a-t-elle répété, prononçant le mot comme un juron. Les enfants sont suivis par un psychologue parce que leur père rate leur gala pour ses affaires. Ma mère a un cancer et je gère ses traitements toute seule pendant que Antoine joue le couple parfait avec votre femme. Les procédures standards. Le bruit ambiant du café s'est estompé. Marie regardait les photos du chalet avec une intensité qui m'a fait reconsidérer ce que j'avais déclenché. Les conjoints trahis étaient dangereux. Les mères trahies étaient quelque chose de totalement différent. Que feriez-vous, a-t-elle demandé. Si vous pouviez garantir qu'il ferait face à de réelles conséquences. Je ne suggère rien d'illégal, ai-je répondu prudemment. Moi non plus, a-t-elle dit. Mais les conséquences ne viennent pas toujours des tribunaux. Parfois, elles viennent des choix qui rattrapent ceux qui se croyaient trop intelligents pour se faire prendre. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Le week-end prochain, vous avez dit? J'ai hoché la tête. Je sais où se trouve le chalet maintenant. Les coordonnées GPS sont très utiles, a-t-elle continué. Les professeurs sont doués pour préparer des leçons. Et certaines leçons ne peuvent être enseignées qu'une seule fois. Je l'ai regardé partir, me demandant si je venais de signer l'arrêt de mort de quelque chose. Un mariage, une relation, ou quelque chose de plus permanent. Marie Mercier avait l'air de quelqu'un qui avait atteint son point de rupture et avait décidé de briser quelque chose en retour. Ce soir-là, j'ai revu le code que j'avais écrit pour suivre Sophie. Le petit poussé numérique qui menait à un chalet dans les bois. En ingénierie, on qualifie d'élégante une solution qui correspond parfaitement au code. Mais l'élégance du code et l'élégance de la vengeance étaient des calculs totalement différents. Marie m'a envoyé un SMS une fois avant le week-end. Confirmé. Il fait ses valises pour Deauville. J'ai répondu avec les données du traceur. Elle part vendredi après-midi.
Marie a regardé les photos jusqu'à ce que ses mains arrêtent de trembler, puis m'a regardé avec des yeux devenus aussi froids que l'hiver. Certaines leçons, avait-elle dit doucement, ne s'apprennent qu'à travers la conséquence. Je savais que je venais de confier une arme chargée à une femme brisée. Le samedi soir, j'ai essayé de coder. Le projet devait être rendu lundi. Un patch de sécurité pour un client dans la finance. Mais les lignes de code se brouillaient. Le traceur GPS de Sophie indiquait que sa voiture était au chalet depuis 24 heures. Immobile. Paisible. Un point bleu sur mon téléphone représentant la fin de tout ce que j'avais construit. Je m'étais promis de ne pas surveiller la situation de manière obsessionnelle, mais l'application du traceur restait ouverte sur mon deuxième écran. Toutes les quelques minutes, j'y jetais un coup d'œil, confirmant que la Peugeot n'avait pas bougé. Elle était là-bas avec lui, dans leur paradis loué, pendant que je déboguais des logiciels et faisais semblant que ma vie n'était pas en train de cracher en même temps. Marie n'avait plus donné signe de vie après notre dernier échange. Pas de SMS, pas d'appel, aucune indication de ses intentions. Peut-être s'était-elle dégonflée, choisissant la voie civilisée des avocats et des batailles pour la garde des enfants. Ou peut-être conduisait-elle à travers la nuit bourguignonne avec des leçons à donner. À 23h47, mon téléphone a sonné. C'était la gendarmerie nationale. Monsieur Laurent, a dit la voix. C'est le capitaine Lefebvre de la gendarmerie locale. Il y a eu un incident impliquant votre femme. Elle a été transportée au centre hospitalier régional. Vous devriez venir immédiatement. Le trajet jusqu'à l'hôpital ne fut qu'un flou de lumière d'autoroute et de pensées à moitié formelles. Le capitaine avait fourni très peu de détails. Un incident, des blessures, Sophie dans un état critique. Mon esprit lançait des protocoles de débogage pour tenter de traiter des données incomplètes. Un accident de voiture, une urgence médicale, ou bien Marie Mercier avait-elle trouvé sa propre solution à l'équation de la trahison? Les urgences du centre hospitalier régional étaient un chaos baigné par la dureté des délais. J'ai trouvé le capitaine Lefebvre, une femme à l'air fatiguée qui avait vu trop de tragédies le samedi soir. Elle m'a conduit dans un coin calme, son expression professionnellement grave. Votre femme a été impliquée dans une fusillade dans un chalet de enfants, a-t-elle expliqué. Elle a survécu, mais elle est en salle d'opération. Plusieurs blessures par balle au thorax et à l'épaule. Les médecins sont optimistes, mais c'est sérieux. Qui a tiré? Elle demandait. Marie Mercier est en garde à vue, a-t-elle répondu. Elle a tout avoué immédiatement. Elle a affirmé avoir trouvé son mari avec votre femme. Le capitaine a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle avait apporté un revolver calibre 38 déclaré à son mari. Antoine Mercier a été déclaré mort sur place. 3 balles, en plein thorax. La chaise de la salle d'attente était en plastique inconfortable, conçue pour empêcher une occupation à long terme. Je m'y suis assis quand même, traitant les données. Marie avait exécuté son plan de cours. Antoine Mercier ne raterait plus jamais un gala de danse, car il n'assisterait plus jamais à rien. Sophie avait survécu, mais survivre et vivre étaient des calculs différents. 3 heures plus tard, un chirurgien en tenue de bloc tacheté du sang de ma femme a expliqué les dégâts. 2 balles extraites, un poumon partiellement affaissé, une reconstruction de l'épaule nécessaire. Sophie vivrait, mais la convalescence prendrait des mois. La convalescence physique, du moins. Quand ils m'ont enfin laissé la voir, Sophie paraissait toute petite dans son lit d'hôpital, emmêlée dans des tubes et des fils comme un insecte pris dans une toile d'araignée. Ses yeux se sont ouverts quand je me suis approché. Vitreux à cause de la morphine, mais assez alerte pour me reconnaître. Le soulagement a inondé ses traits, immédiatement suivi par la peur. Julien, a-t-elle chuchoté en tendant la main vers la mienne. J'ai gardé mes mains dans mes poches, maintenant ma distance de débogage. Je suis ici pour te signifier les papiers du divorce, ai-je dit en posant l'enveloppe craft sur sa table de chevet, à côté des commandes de la perfusion de morphine. Mon avocat s'occupera du reste. Tu savais, a-t-elle affirmé. Ce n'était pas une question. La morphine ne pouvait cacher sa compréhension naissante. J'ai tracé ta voiture, trouvé le chalet, tout documenté, ai-je expliqué en sortant mon téléphone pour lui montrer l'historique GPS. 8 mois de données, Sophie. Chaque voyage, chaque mensonge, chaque trahison. Horodaté et archivé. Elle a commencé à pleurer, mais les larmes n'étaient qu'une autre forme de sortie de données. Je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé, a-t-elle sangloté.
Antoine Mercier est mort. Ses 3 enfants n'ont plus de père. Marie Mercier a tué un homme à cause de votre liaison, ai-je dit froidement. Tu n'as pas appuyé sur la gâchette, mais c'est toi qui as chargé l'arme. Comment a-t-elle su où? Sophie s'est arrêtée, la dernière pièce du puzzle se mettant en place. Tu lui as dit, a-t-elle accusé. Je lui ai montré les mêmes preuves que celles que je montre à l'avocat spécialisé dans le divorce, ai-je clarifié. Ce qu'elle a choisi de faire avec ces informations était sa décision. Tout comme coucher avec son mari était la tienne. Sophie a essayé de s'asseoir, a grimacé de douleur et est retombée. Tu as organisé tout ça, a-t-elle dit désespérément. Tu voulais que ça arrive. Je voulais la vérité. Marie Mercier voulait la justice. Toi et Antoine vous vouliez l'un l'autre, ai-je répondu. Tout le monde a obtenu ce qu'il voulait. Juste pas de la manière dont il l'avait imaginé. Une infirmière est entrée pour vérifier les constantes, offrant une pause naturelle à notre dernière conversation. J'ai regardé les moniteurs afficher les battements de cœur de Sophie, sa tension artérielle, son taux d'oxygène. Des flux de données biologiques confirmant qu'elle était en vie pendant que tout le reste mourait. 20 ans, a dit Sophie quand l'infirmière est sortie. Ça ne compte pas un peu, tout ça? Ça comptait pour tout, ai-je répondu. C'est pour ça que l'avoir trahi coûte absolument tout. Je l'ai laissé là, entouré de machines qui la maintenaient stable pendant que son nom s'effondrait. Dans le couloir, j'ai croisé Marie Mercier menotte au poignet, escortée par 2 gendarmes. Nos regards se sont croisés. Pas de mots, juste une reconnaissance. Elle avait donné sa leçon. Les élèves étaient morts ou détruits. Les frais de scolarité avaient été payés en sang et en âme. Le parking résonnait sous mes pas, chacun m'éloignant un peu plus de la vie que j'avais construite avec Sophie. Mon téléphone affichait la dernière mise à jour du traceur GPS. Sa Peugeot était toujours au chalet, faisant désormais partie d'une scène de film qui serait traitée, photographiée et analysée pendant des mois. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment, le moteur éteint, regardant d'autres personnes naviguer dans leurs propres tragédies hospitalières. Quelque part au-dessus de moi, Sophie apprenait que la survie avait son propre prix. Ailleurs, Marie Mercier était intégrée dans le système judiciaire qui allait disséquer son mariage en même temps que son crime. Et Antoine Mercier était préparé pour des funérailles dont ses enfants se souviendraient toujours. Le code que j'avais écrit pour suivre Sophie avait fonctionné à la perfection. Chaque fonction s'exécutant telle que conçue. Mais certains programmes, une fois lancés, ne pouvaient pas être fermés proprement. Ils laissaient des processus tourner en arrière-plan. Des fuites de mémoire qui consumaient lentement tout le système. Je suis sorti de cet hôpital en sachant que j'avais orchestré la destruction de tous ceux à qui j'avais tenu autrefois. Sophie était en vie, mais tout le reste était mort, y compris l'homme que j'étais. 6 mois plus tard, je travaille depuis un autre bureau à domicile. La maison à Annecy offre une vue sur les Alpes les jours de beau temps. La pluie frappe contre les vitres la plupart des autres jours. Ma demande de mutation a été approuvée sans la moindre question. L'entreprise a compris que parfois, les ingénieurs devaient déboguer leur vie en plus de leur code. Le divorce a été prononcé le mois dernier. Sophie n'a rien contesté, signant les documents depuis un centre de rééducation où elle réapprenait à utiliser son bras gauche. Le règlement a été mécanique, bien divisé, comptes séparés, 20 ans réduits à des fichiers PDF et des signatures DocuSign. Son avocate a mentionné qu'elle avait déménagé sur la côte des Azurs ensuite, cherchant le soleil et l'anonymat à parts égales. Marie Mercier a plaidé coupable. Homicide volontaire. 15 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 7. La professeure qui n'avait jamais manqué une réunion parents-prof est devenue une statistique de plus dans les crimes passionnels. Ses enfants vivent avec les parents d'Antoine maintenant. Leur post Instagram montre des sourires forcés aux fêtes d'anniversaire et aux événements scolaires. Ils ont hérité de l'argent de leur père mais ont perdu la présence de leurs 2 parents. Mercier Automobile de Prestige a fermé ses portes en l'espace de 3 mois. Personne ne voulait acheter de voiture dans une concession dont le propriétaire avait été assassiné par sa femme pour avoir eu une maison. L'inventaire a été vendu aux enchères. Le bâtiment abrite désormais une entreprise de matériel médical. La présence en ligne d'Antoine persiste dans les pages en cache et les publications commémoratives. Les fantômes numériques d'un homme qui pensait pouvoir tout avoir. Je garde toujours le traceur GPS dans le tiroir de mon bureau, à côté de documents de garantie et de feuilles d'impôt.
Parfois, je le sors, je le retourne entre mes mains. Je me rappelle comment un si petit appareil a pu déclencher une destruction aussi massive. La batterie est morte il y a des mois, mais je le garde comme un rappel. Certaines connaissances exigent des conséquences. Mon nouveau projet concerne des systèmes de sécurité basés sur l'intelligence artificielle, des algorithmes qui détectent les schémas d'intrusion avant que des failles ne se produisent. L'ironie ne m'échappe pas. Je construis des solutions professionnelles pour des problèmes que je n'ai pas pu résoudre personnellement avant qu'il ne soit trop tard. Ou peut-être exactement à temps, selon votre conception de la justice. Sophie m'a envoyé un email la semaine dernière, transféré par son avocat. Elle voulait me dire qu'elle était désolée, qu'elle comprenait l'ampleur de sa trahison, et que la thérapie l'aidait à comprendre pourquoi elle avait tout détruit pour une excitation qui s'était transformée en horreur. Je l'ai supprimé sans répondre. Les excuses n'étaient que des messages d'erreur envoyés après que le programme avait déjà crashé. Certaines nuits, je rêve de ce chalet. Pas de la violence, je n'y étais pas. Mais j'imagine l'instant où Marie Mercier a franchi la porte, l'arme à la main, pour donner sa dernière leçon. Sophie l'a-t-elle reconnue? A-t-elle compris dans cette fraction de seconde à quel point les actes trouvaient toujours leurs conséquences? Les rêves me réveillent, mais ce n'est pas de la culpabilité. C'est plutôt comme les notifications d'un processus qui tourne toujours en arrière-plan, un processus dont on ne peut pas forcer l'arrêt. J'ai recommencé à sortir, prudemment. Une consoeur ingénieure nommée Céline, qui apprécie ma nature méthodique et ne pose pas de questions sur mon passé. Nous résolvons des problèmes de code ensemble autour d'un café, nous construisons des applications logiques, nous suivons des schémas rationnels qui produisent des résultats prévisibles. Ce n'est pas encore de l'amour, mais c'est honnête, et c'est suffisant pour le moment. La pluie continue de battre contre ma fenêtre alors que je termine ce récit. Quelque part, Sophie apprend à être seule avec ses cicatrices. Marie Mercier enseigne la lecture à d'autres détenus. Les enfants d'Antoine Mercier grandissent avec des questions qui n'auront jamais de réponse satisfaisante. Et moi, je suis là, à développer une nouvelle vie à partir des fichiers corrompus de l'ancienne. Sachant que certains programmes, une fois exécutés, modifient l'ensemble du système de façon permanente. Le mariage parfait n'était qu'un mauvais code qui a fini par envoyer une erreur fatale. Certaines erreurs ne peuvent pas être gérées avec grâce. Elles ne peuvent qu'être documentées et évitées lors des prochaines itérations. L'histoire de Julien Laurent se termine là où elle a commencé, avec un ingénieur résolvant des problèmes uniques de